Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue au webinaire de la Société Santé en français. Je m'appelle Jérémy Robert, je suis agent des communications et mobilisation des connaissances à la Société. Je vous propose aujourd'hui une rediffusion de notre premier webinaire de l'année 2017, donc dans la programmation hiver. Peut-être avant d'aller plus en profondeur, un petit rappel de la Société et des objectifs de nos webinaires. Donc, la Société Santé en français est un mouvement national mobilisateur qui, par la force de ses 16 réseaux provinciaux, territoriaux et régionaux, travaille pour améliorer l'état de santé de l'ensemble des francophones et acadiens-acadiennes vivant en situation minoritaire au Canada grâce à l'augmentation de l'accès à des services de santé de qualité offerts dans leur langue. Les objectifs des webinaires, il y en a 3. Le premier, c'est d'offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances. Le deuxième objectif est de faciliter la prise de décision éclairée sur les données probantes. Et le troisième objectif est de favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs de connaissances. Aujourd'hui, comme premier webinaire, c'est un webinaire qui s'inscrit dans la série Découverte et qui s'intitule Accès aux services de santé et d'interprètes accompagnateurs, l'expérience des communautés minoritaires francophones au Canada. Le webinaire sera donné par Mme Danielle Demoissac, qui est professeure titulaire à la Faculté des sciences infirmières, oui, de l'Université Saint-Boniface. Il y a une petite coquille sur ma présentation. Donc, Madame Demoissac détient un diplôme en sciences infirmières de l'hôpital Saint-Boniface, une maîtrise en biochimie de l'Université de Montréal et un doctorat en psychologie de l'Université du Manitoba. Ses intérêts de recherche sont la santé des francophones vivant en situation minoritaire au Manitoba et leur accès à des services de santé de qualité dans leur langue. Ses recherches actuelles touchent 3 dimensions. Donc, la première, c'est l'identité collective et les comportements à risque des jeunes adultes en milieu universitaire. Deuxième dimension, la santé mentale des jeunes et leur recours au soutien. Et troisième dimension, l'accessibilité linguistique dans le domaine des services sociaux et de santé pour les aînés et les immigrants dans les communautés de langues officielles minoritaires. Elle travaille en étroite collaboration avec les prestataires de services en santé et les organismes communautaires de son milieu afin de mieux arrimer les questions de recherche aux besoins de la population. La présentation d'aujourd'hui fera un survol de l'accès aux services sociaux et de santé en français, de l'impact des barrières linguistiques sur cet accès et des pratiques courantes en interprétation, accompagnement dans les communautés minoritaires à faible densité francophone au Canada. Donc, sans plus tarder, comme c'est une reprise de webinaire, je vais céder la parole à Mme Danielle Demoissac. Donc, la parole est à vous. Merci. Excusez, Jérémy, là, j'essaie de... Ah, te voilà. OK, je t'ai retrouvé. C'est beau. Vous voyez bien l'écran? La présentation? Oui, très bien. Excellent, merci. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir de vous parler aujourd'hui d'un projet de recherche qui a été mené dans les 2 dernières années, je dirais, qui se rapporte à l'accès aux services de santé et d'interprètes accompagnateurs pour les communautés francophones minoritaires du Canada. Pourquoi qu'on s'est intéressé à ça? Eh bien, essentiellement, il y a déjà des recherches qui ont été faites dans des régions canadiennes où il y a quand même une assez forte densité de francophones, comme par exemple dans la région de l'Est de l'Ontario, près de Ottawa, dans la région de Saint-Boniface au Manitoba. Mais on s'est intéressé à savoir si c'était la même réalité pour les francophones qui vivent dans d'autres régions canadiennes où il y a une plus faible densité de francophones, où les gens vivent plutôt dans des milieux ruraux ou éloignés des grands centres, à savoir si c'était la même expérience qu'ils vivaient par rapport à l'accès aux services de santé en français et leur expérience par rapport à des services d'interprétariat. Donc, on a tenté notre chance à vouloir mieux s'informer sur ces réalités-là en jetant une lunette particulière sur, oui, l'accès, mais aussi sur la présence de l'offre active dans les milieux de santé et aussi quelle était l'utilisation ou les perceptions de ce que c'était d'avoir recours à un service d'interprétation, de navigation ou d'accompagnement pour ces populations-là. Donc, les 4 thématiques principales qui vont être présentées aujourd'hui, la première, c'est évidemment l'accès aux services en français dans les différentes régions.
L'importance pour les francophones minoritaires de recevoir des services en français, l'impact de la barrière linguistique sur l'accès aux soins et la qualité des services reçus, et finalement les pratiques qui sont courantes par rapport à l'interprétation et l'accompagnement dans ces communautés où vivent des francophones en situation minoritaire. Comment qu'on s'y est pris? Bien, on a commencé par un sondage de 21 questions qui étaient disponibles en ligne et sur papier. Et ensuite, on a fait des entrevues téléphoniques semi-dirigées. Donc, la participation et le recrutement de ces participants-là s'est fait par l'entremise des organismes communautaires francophones dans 6 régions où est-ce que le projet avait été initié. Donc, ces régions-là sont la Terre-Neuve et le Labrador, la région de North Simcoe-Muskoka en Ontario, la région de Thunder Bay également en Ontario, toute la province de la Saskatchewan, la province de l'Alberta et également au Yukon. Donc, comme j'ai dit, on a fait un recrutement par l'entremise des organismes francophones communautaires de ces régions-là. Et dans ce sondage-là, il y avait une option, si vous vouliez participer à une entrevue téléphonique, vous n'aviez qu'à indiquer votre numéro de téléphone et là, on a pris contact avec ces gens-là également. Donc, si on regarde le profil des participants, pour le sondage, il y a eu presque 300 participants, majoritairement des femmes, de tous les âges vraiment. Si on regarde par rapport à la répartition par province, il y a un plus grand nombre de participants qui viennent de la Saskatchewan, mais toutefois, il faut noter qu'il y a à peu près un tiers des participants qui n'ont pas indiqué leur lieu de résidence. Donc, il est possible que la répartition soit un petit peu différente que ce qu'on voit ici. Pour ce qui est du profil éducatif et du revenu individuel annuel, on constate que les participants de l'étude sont mieux éduqués et ont un revenu plus élevé que la moyenne canadienne. Quant au profil ethnolinguistique, il y a plus que la moitié, 68% des participants sont nés au Canada, dont 56% disent pouvoir converser aisément en anglais lors d'une consultation médicale. Donc ça, c'est une donnée importante parce que ça nous démontre qu'en effet, les données qu'on présente ici se rapportent à des francophones qui sont nés au Canada. Donc, c'est pas une problématique uniquement pour les immigrants, mais bel et bien pour tout Canadien francophone qui souhaite avoir des services en français. Et puis que certains, un bon nombre d'entre eux, plus que la moitié, disent quand même être assez à l'aise avec la langue majoritaire dans une consultation médicale. Donc, il faut tenir ça en ligne de compte quand on regarde les résultats. Quant aux participants des entrevues, il y a eu 20 entrevues qui ont été faites. Le profil est très similaire au profil des participants du sondage. Quelques petites différences peut-être, c'est que 70% de ces gens-là viennent de la Saskatchewan. Étant donné qu'on a eu un beau taux de participation au sondage, c'est normal que ça se passe ainsi. Donc, on tient en ligne de compte que c'est un portrait... oui, il y a eu des expériences ailleurs dans d'autres provinces, mais quand même, il y a une saveur de la Saskatchewan assez forte, si on peut dire. Autre chose qu'on peut noter, c'est que ces gens-là sont encore mieux, ils ont un taux d'éducation encore plus élevé que ceux du sondage, mais un revenu annuel plus faible. Et qu'il y en a un moins haut pourcentage qui sont à l'aise de converser en anglais lors d'une consultation médicale. Quant au profil des interprètes accompagnateurs, là, on a eu 6 participants dans 4 régions et tous travaillent dans un milieu urbain, mais tous ne travaillent pas uniquement à faire de l'interprétation ou de l'accompagnement. Il n'y en avait qu'une personne qui travaillait à ce poste-là à temps plein. 2 étaient en poste partagé, dont faisaient de la coordination et de l'interprétation, et 3 étaient des bénévoles. Donc, commençons avec les résultats. La première des questions, c'est « Avez-vous accès aux soins de santé et quelle est votre perception par rapport à l'accès aux soins de santé? » De façon générale, donc les barres jaunes, c'est ce que ça démontre. De façon générale, les gens trouvent que les services de santé et les services sociaux sont facilement accessibles pour la majorité des participants. Mais quand on ajoute la composante langue, si on leur demande quel est votre accès aux services de santé et services sociaux en français, là, la barre orange nous démontre que c'est une tendance inverse, disons, qu'il y a plus que 3/4 des participants qui ont dit que c'était faible ou inexistant dans leur milieu. Toutefois, on a quand même eu des données positives, donc encourageantes, dont celles qui sont sur la diapo qui disent qu'effectivement, il y a presque la moitié des participants qui avaient eu déjà recours à un médecin de famille bilingue et le même pourcentage qui ont également reçu des soins d'un
d'un professionnel de la santé autre qu'un médecin de famille, de la santé bilingue, je devrais dire. Donc, certainement, la moitié des participants ont eu recours à des services en français. Donc, c'était une bonne nouvelle. C'était un peu une surprise pour moi, étant donné qu'au Manitoba, une étude il y a quelques années démontrait que ce pourcentage-là était à peu près à 25%. Donc, bonne nouvelle. Il y a des choses qui se font. Il y a des améliorations, certainement. On a ensuite demandé aux participants quelles sont les actions que vous prenez exactement pour accéder à des services en français. Et ce qu'on constate, c'est que plus que la moitié des participants disent que je fais du mieux que je peux sans aide. Alors ça, c'est, on se débrouille, c'est ce qu'on a beaucoup entendu, c'est la tendance, on va se débrouiller. Ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'en regardant, en analysant nos données, on constate que les personnes qui ont une moins bonne capacité de communiquer en anglais vont être plus nombreux encore à faire du mieux qu'ils peuvent. Le pourcentage va augmenter jusqu'à 68%. Donc ça, c'est une chose à considérer sérieusement. Une autre donnée intéressante sur cette figure-là, c'est que 21% des participants disent que je ne demande pas de service, c'est-à-dire qu'ils n'iront pas consulter un professionnel de la santé quand ils savent qu'ils en ont besoin. Une personne sur 5, donc, n'aura pas recours à un service. Et donc ça, c'est un problème important au niveau de l'accessibilité. Troisième chose que j'aimerais souligner, c'est que par rapport aux personnes qui demandent un interprète, un navigateur ou un accompagnateur, ou qui portent plainte ou qui signalent un incident en lien avec la barrière linguistique, sont très, très faibles. Donc, on parle des 3% et moins. Donc, on constate que souvent, même s'il y a un problème, on ne va pas nécessairement en faire part à qui que ce soit et évidemment, il n'y a rien qui va en découler. Qu'est-ce qui facilite l'accès aux soins de santé? La première des choses, c'est un annuaire des services en français. Alors, c'est de savoir où sont les services, de savoir où chercher pour savoir où sont ces services. C'est un élément essentiel. Les autres facilitateurs, vraiment, ils se rapportent à l'offre active. Est-ce qu'il y a de la documentation? Est-ce qu'il y a un service téléphonique? Est-ce qu'on peut remplir les formulaires en français? Est-ce qu'il y a un service d'interprète qui est disponible? Donc, on voit qu'environ moins d'un tiers, un quart à un tiers des participants constatent que ces choses-là sont des facilitateurs d'accès auxquels ils ont eu recours dans leur expérience de santé récente. Donc, on constate que c'est pas fort, si je peux dire, mais c'est des choses qui existent certainement, mais il y a certainement matière à amélioration dans ces domaines-là. Quant aux barrières à l'accès, ça tant les participants du sondage que les participants aux entrevues et les interprètes nous ont dit pas mal la même chose. C'est la pénurie des professionnels bilingues qui est la barrière la plus importante. On n'a pas beaucoup de professionnels bilingues, on n'a pas beaucoup d'intervenants qui sont en mesure de parler dans les deux langues. Donc ça, c'est une barrière importante. La deuxième, c'est de ne pas être au courant des services disponibles. Donc, de ne pas savoir qu'il y a un dentiste en bas de la rue qui est bilingue. Ça fait en sorte que tu n'auras pas recours à ce service-là. Tu ne sauras même pas qu'il existe. Une autre chose que j'aimerais souligner sur cette diapo, c'est l'attitude négative du personnel. On se rend compte qu'à peu près un quart des participants disent avoir perçu une attitude négative du personnel en lien justement avec la barrière linguistique. Donc ça, c'est évidemment aussi quelque chose qui est à travailler. On ne va pas se sentir à l'aise de demander pour un service en français si on sent que déjà l'intervenant a une attitude négative à ce niveau. Bon, étant donné qu'on faisait ce sondage parmi des francophones et que la perception générale, c'est que les francophones en situation minoritaire, plus souvent qu'autrement, ils sont bilingues, ils ont une bonne connaissance des deux langues. On n'a presque pas le choix quand on vit dans un milieu minoritaire. Donc, on s'est demandé, est-ce que c'est vraiment important pour eux d'avoir des services en français, étant donné que probablement ils sont bilingues. En fait, on constate que c'est encore important. La majorité des participants au sondage qui ont dit que c'est important ou très important pour eux de recevoir des services en français. Et les raisons qu'ils ont données pour ça, c'est que une, c'est d'être capable de décrire ses symptômes, de pouvoir dire de quoi on souffre, et pour que le médecin ou l'intervenant soit conscientisé du problème physique ou émotionnel. La deuxième raison, c'est de comprendre les directives orales. Donc, quand l'intervenant nous dit de faire ABC, qu'on sache ce qu'il veut dire par ABC. Et finalement, c'est de recevoir un appui émotionnel. Le fait d'avoir un service dans sa langue
déjà, on sent comme si on a une connexion, une meilleure relation d'aide avec l'intervenant. Donc, c'est un soutien émotionnel qui est valorisé. On a posé la question aux participants également à savoir est-ce qu'il y a des populations qui sont davantage vulnérables? Et certainement, il y en a. Ceux qui nous en ont parlé parlaient principalement des enfants qui ne connaissent pas l'anglais, donc qui sont unilingues francophones. Ou souvent les francophones qui sont déménagés dans une province qui est davantage majoritairement anglophone. Donc, des gens, par exemple, qui déménagent du Québec ou du Nouveau-Brunswick et qui déménagent en Alberta pour un travail ou pour rejoindre des membres de la famille. Ces gens-là sont davantage vulnérables. En plus de ces populations vulnérables-là, on se rend compte qu'il y a des situations de vulnérabilité qui s'appliquent vraiment à n'importe qui, peu importe leur niveau de bilinguisme. Et puis ça, j'en ai entendu des histoires de personnes qui me disent j'ai travaillé dans les deux langues, je suis parfaite bilingue, mais rendue à l'hôpital, j'étais stressée, j'étais en douleur, c'est ma langue maternelle qui a pris le dessus et j'étais pas capable de communiquer dans la langue majoritaire. Donc, on parle ici de personnes qui sont en situation de détresse physique, telle que la douleur, ou une détresse psychologique, où est-ce qu'on se sent plus en contrôle de soi, disons. Des personnes qui vivent avec la démence, qui vont souvent revenir à leur langue maternelle. Même des personnes qui sont sous l'effet de médicaments, tels qu'après une chirurgie. Alors, ce sont quand même des moments, je ne veux pas dire urgents, mais des moments critiques où est-ce que la langue est essentielle. Alors, on leur a également posé quand est-ce qu'on a le plus besoin de services dans notre langue, donc des services en français. Et la première des choses, c'est auprès d'une consultation avec un médecin de famille pour bien se comprendre, étant donné que c'est des consultations qui se font de façon régulière généralement. D'autres nous ont dit dans les situations urgentes ou lors des hospitalisations, parce que là, c'est un petit peu plus critique. Ton état de santé, il faut y voir souvent dans une situation d'urgence, il faut y voir tout de suite. D'avoir une bonne communication, ça peut faire la différence entre la vie et la mort. Donc, plusieurs exemples de situations comme ça ont été partagés. Et enfin, des consultations en santé mentale. Et pour cela, j'ai une histoire d'une participante qui me disait, j'avais une psychologue et puis elle était anglophone uniquement et j'essayais de lui expliquer mon malaise. Puis en fin de compte, je me suis servi de mon téléphone et Google Translate pour essayer de lui faire comprendre pour que la communication soit plus facile. Elle dit vraiment la relation d'aide était loin d'être idéale. Là. Elle est sortie de là puis elle se sentait pas comme si elle avait vraiment eu recours à un service de qualité. Et donc, quel est l'impact de ces barrières linguistiques sur l'accès aux soins et sur la qualité du service? Les participants, particulièrement des entrevues, nous ont dit, en raison du fait qu'on avait une barrière linguistique et que la communication n'était pas efficace, on a eu soit des examens supplémentaires, un traitement inapproprié, une attente prolongée pour un suivi, des consignes qui sont mal suivies. Donc, on pense qu'on a compris ce que le médecin a dit, on retourne à la maison, on fait ce qu'on pense qu'on est supposé de faire, puis on revient pour se rendre compte que c'est pas tout à fait ce qu'on avait à faire. Ce qui mène ultérieurement à des consultations pour encore le même problème de santé. Ce que les gens nous ont dit, c'est qu'ils sont insatisfaits de la qualité du service jusqu'au moment où le fournisseur comprenne bien ses besoins. Alors, c'est ça le point critique, disons, c'est qu'en autant que le patient peut transmettre ses besoins au fournisseur, à ce moment-là, après ça, la qualité du service est excellente. C'est pas que les intervenants ne font pas une bonne job, c'est pas ça. C'est de pouvoir comprendre les besoins du patient. C'est là où est-ce que c'est critique et où la barrière linguistique a un impact important. Je rappellerai également qu'une personne sur 5 n'aura pas recours à des services en français. Donc, n'aura pas recours à des services, point, étant donné qu'ils ne sont pas accessibles en français. Donc, ça a un impact important sur l'accès aux soins. Quelles sont les pratiques courantes en interprétation et en accompagnement? Ce qu'on a pu constater, ce que les participants nous ont dit, c'est qu'il y a peu de demandes pour un service professionnel. On pense que c'est réservé à des cas vraiment critiques où est-ce qu'il n'y a aucune connaissance de la langue majoritaire. Il y a également une perception de pénurie de services. Les gens ne connaissent pas le service, ne savent pas comment s'en prévaloir, ne savent pas où se retourner pour le trouver, ce service-là. Plusieurs personnes vont se fier à des proches pour l'accompagnement ou à des bénévoles communautaires.
Ce que les interprètes accompagnateurs nous ont dit, c'est que souvent, ce sont des aînés ou des personnes qui vivent en milieu rural ou qui viennent d'ailleurs, des visiteurs, par exemple, au Yukon, qui n'ont pas nécessairement un soutien social pour les accompagner. Donc, c'est ces personnes-là qui bénéficient des services d'interprétariat. Et que de façon générale, il y a vraiment une grande appréciation pour ces services-là, non seulement parce que la communication est aisée, mais parce qu'il y a de l'appui émotionnel. On se sent soutenu dans notre démarche d'avoir recours à des services et on sait qu'on va mieux comprendre tout ce qui entoure cette consultation-là du fait qu'on a un soutien émotionnel et que la communication est facilitée par un interprète ou un accompagnateur. Les défis, évidemment, il y a des défis partout, mais des défis par rapport à justement le service d'interprétariat ou d'accompagnement, que ce soit par un service professionnel ou un service bénévole ou auprès d'un membre de la famille. Donc, les participants des deux catégories, tant les francophones que les interprètes, nous ont partagé ces défis-là. Donc, la première, c'est l'hésitation associée à demander un proche. Par exemple, une femme enceinte qui doit avoir des rendez-vous réguliers et assez fréquents pendant sa grossesse se sent peut-être mal à l'aise de demander à son époux ou son conjoint, son partenaire, de venir l'accompagner à chacune des fois parce qu'il faut demander un congé, puis on demande un congé pour les deux, puis ça devient compliqué et parfois on va même dire je vais m'arranger plutôt que d'avoir à déranger quelqu'un encore. Par rapport au bénévolat, il y a beaucoup de défis à ce niveau-là. Premièrement, le recrutement des bénévoles, la coordination que ça prend pour justement faire en sorte que le bénévole soit en lien avec l'usager du service qui a besoin d'un service d'interprète. La formation en interprétariat, souvent ces bénévoles-là n'ont aucune formation en interprétariat. Aussi, les bénévoles ont rarement du soutien organisationnel dans le système de santé. Ils viennent en accompagnant une personne comme on viendrait avec sa mère ou bien son enfant, disons. Donc, il n'y a pas vraiment de soutien par rapport à ça dans l'organisation des services de santé. Et finalement, souvent, les interprètes accompagnateurs ont des rôles multiples à jouer et des responsabilités qui, dépendant du rôle qu'ils ont à jouer, vont être différentes. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut adresser auprès des interprètes accompagnateurs parce que d'être interprète, c'est d'être la voix du client. Mais d'être accompagnateur, c'est de lui offrir un soutien émotionnel. Et on ne peut pas nécessairement faire les deux en même temps. Vraiment, c'est assez particulier quand même comme situation. Et donc, en conclusion, notre étude nous a permis de constater que l'accès aux services en français importe pour les francophones en situation minoritaire, et cela peu importe leur niveau de bilinguisme. On constate que la barrière linguistique a un impact négatif sur l'accès aux soins et la qualité des services reçus. Une inégalité dans l'accès se fait sentir par les francophones minoritaires, tels qu'observés par des services limités, une pénurie de professionnels bilingues et aussi l'absence d'offres actives. Les services d'interprétation et d'accompagnement sont peu connus et donc peu utilisés. Finalement, on constate que les services d'interprètes accompagnateurs répondent à un réel besoin selon ce que les participants nous ont dit. Nous avons élaboré 6 recommandations donc suite à cette étude. La première, c'est que l'embauche des professionnels de la santé bilingues et la pratique de l'offre active demeurent prioritaires. On ne veut pas suggérer que les interprètes accompagnateurs vont pouvoir remplacer les professionnels de la santé bilingue. Non, la priorité, c'est de toujours avoir, en autant que possible, des professionnels bilingues et que l'offre active soit réellement pratiquée dans les milieux bilingues. On recommande qu'un service combiné d'interprétation et d'accompagnement pourrait répondre à des besoins complexes de santé, de méconnaissance du système de santé et du besoin de soutien social des francophones vulnérables. Donc, il y a déjà des modèles d'interprètes accompagnateurs pour des populations dites, disons, atteintes du cancer, par exemple. Donc, eux ont déjà des services dans ce sens-là. Il y a déjà des modèles qui existent. Peut-être qu'on aurait besoin de regarder un modèle pour justement les francophones qui sont davantage vulnérables. La troisième recommandation, c'est que les interprètes accompagnateurs doivent recevoir une formation adéquate, une évaluation linguistique dans les 2 langues et un soutien par des politiques et des pratiques organisationnelles. Donc, il y a des standards de pratique en interprétation qui sont déjà établis, qui sont déjà standardisés dans plusieurs provinces canadiennes. On se doit de voir à ce que ces standards-là soient respectés
pour que les francophones en situation minoritaire aient un service de qualité, un service d'interprète et accompagnement de qualité. On recommande une formation en interprétation accompagnement offerte en français et à distance, car celle-ci n'est présentement pas disponible à travers le Canada. L'utilisation de la technologie pour offrir un service d'interprète centralisé pour des francophones vivant dans des régions rurales et éloignées du Canada pourrait être explorée. Et justement, à cet égard-là, il y a quand même des initiatives qui ont été faites en Ontario en particulier, où l'utilisation de la technologie fait en sorte qu'une personne dans une région du nord de l'Ontario peut avoir accès à un service d'interprète pour une consultation en ligne avec un spécialiste disant qui est à Toronto. Donc, c'est des choses qui se font déjà. Il s'agirait de voir si ça pourrait être développé davantage. Et finalement, on constate que plus d'études portant sur la perspective des professionnels de la santé non francophones et des gestionnaires dans le domaine de la santé permettrait d'avoir une vue d'ensemble sur la question, justement. Parce que là, on a parlé aux usagers des services, on a parlé aux interprètes. Ce serait bien de savoir la perspective des professionnels de la santé et des gestionnaires qui ont à gérer ces situations-là dans les milieux de santé. Et donc, j'aimerais terminer en remerciant évidemment les participants de l'étude qui ont été généreux à répondre à l'appel, les partenaires communautaires et les réseaux régionaux de la SSF qui ont facilité le recrutement des participants. Nous avions un comité de recherche qui a beaucoup appuyé la démarche, Société Santé en français et également Santé Canada pour les fonds attribués grâce au Bureau d'appui aux communautés de langues officielles. Alors voilà, merci. Merci beaucoup, Danielle. C'était une excellente présentation. Je terminerai donc sur un gros merci. Et puis, attendez un instant, on les voit, oui, exactement. Donc, pour recevoir les invitations au prochain webinaire, vous n'avez qu'à nous écrire à info@santéfrançais.ca et puis ça va nous faire plaisir de vous ajouter là, sur la liste. La diffusion du programme du printemps 2017 est à venir. Donc, merci beaucoup. Au revoir.